Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la pharmacologie des antibiotiques et savoir exactement pourquoi certains on les fait en monodose, en perfusette, d'autres on les fait en SAP, en seringue autopulsée. En fait, tout ça repose sur les propriétés pharmacologiques des antibiotiques, la CMI, les PKPD, etc., pour expliquer le choix du mode d'administration des antibiotiques. Un antibiotique, je vous le rappelle, ce sont des médicaments qui sont utilisés pour lutter contre les bactéries. Et il y a deux types d'antibiotiques, ceux qui sont bactéricides ou qui ont un effet bactéricide, qui sont capables de tuer les bactéries, mais aussi ils peuvent être bactériostatiques, c'est-à-dire simplement arrêter la prolifération bactérienne, l'organisme se chargeant de se débarrasser des bactéries pathogènes. Pour chaque antibiotique et pour chaque germe, il existe une relation tout à fait particulière qu'on peut représenter sous cette forme avec un antibiotique donné à une concentration donnée et un effet sur le nombre de germes qu'on peut observer ici par exemple. Donc si on ne met pas d'antibiotique, il y a une croissance. Si on met un antibiotique, donc il y aura arrêt de la croissance, voire disparition des germes. L'antibiotique peut être bactéricide ou il peut être bactériostatique, comme on l'a dit tout à l'heure. Et la troisième et l'autre caractéristique qui est importante, c'est savoir à partir de quand on a une action bactériostatique. Et ça permet de définir ce qu'on appelle la concentration minima inhibitrice, c'est-à-dire la concentration minima dans le sérum pour qu'il y ait arrêt de la croissance bactérienne. Et on définit aussi ce qu'on appelle la concentration minima bactéricide, c'est-à-dire la concentration plasmatique nécessaire pour qu'il y ait destruction des germes. Et forcément, cette deuxième valeur est supérieure à la première valeur. Je ne m'étalerai pas du tout sur le mode d'action des antibiotiques, sachant qu'ils sont très nombreux. Certains agissent sur la paroi bactérienne en perturbant leur synthèse, comme les bêta-lactamines. D'autres agissent sur la membrane cytoplasmique. D'autres perturbent la synthèse protéique au sein des bactéries, telles les aminosides. Et d'autres perturbent les acides nucléiques, l'ARN, l'ADN, par exemple comme les quinolones. Donc chaque antibiotique, chaque famille d'antibiotiques a un mode d'action particulier qui expliquera d'ailleurs le mode de résistance de chaque famille qui sera différent d'une famille à l'autre. Par exemple, la bactérie peut résister en rendant la paroi bactérienne imperméable, ce qui empêche l'antibiotique d'atteindre par exemple la membrane cytoplasmique. Un antibiotique est également défini, caractérisé par un spectre particulier. On appelle spectre T3, c'est-à-dire un antibiotique qui agit sur un ou pas beaucoup de germes. Et à l'opposé, on a des antibiotiques à spectre large qui agissent sur plusieurs familles de bactéries, par exemple les bêta-lactamines. Voyons voir ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est-à-dire les paramètres pharmacodynamiques qui servent à choisir le mode d'administration d'un antibiotique. On parlera des paramètres PKPD, on parlera de résistance adaptative et de l'effet post-antibiotique. Tout d'abord les paramètres PKPD. Donc vous voyez, on injecte un antibiotique à un temps T0
et on regarde l'évolution de la concentration des antibiotiques dans le plasma en fonction du temps. On aura donc un pic, puis une diminution progressive de la concentration. Le premier paramètre intéressant, c'est la concentration maxima qu'on observe avec cet antibiotique dans le plasma, la Cmax. Mais surtout, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est comparer cette Cmax à la CMI. Et donc on a intérêt à avoir une Cmax sur CMI qui est absolument élevée pour avoir un effet le plus important possible. Le deuxième paramètre qui peut être utile, c'est lorsqu'on a fait une injection, combien de temps la concentration plasmatique reste-t-elle supérieure à la CMI? Donc là, ici, on va voir l'importance du temps passé au-dessus de la CMI. C'est donc le temps supérieur à la CMI. Pour d'autres antibiotiques, enfin, ce qui va être important, va être l'air sous la courbe qui est situé au-dessus de la CMI, donc AUC sur CMI. Donc ces trois choses dont on vient de voir, Cmax sur CMI, temps sur CMI et AUC sur CMI, vont permettre de caractériser différents antibiotiques. On a tout d'abord les antibiotiques dose dépendants. Donc ces antibiotiques vont voir leur action dépendre essentiellement du rapport Cmax sur CMI. Ces antibiotiques, c'est par exemple les aminosides comme la gentamicine ou la micacine. Et pour ces antibiotiques qu'on appelle dose dépendants, on va avoir intérêt, pour avoir le plus gros pic possible d'antibiotiques, à faire une administration courte sous forme de petites perfusettes. A l'inverse, on a des antibiotiques dont l'action va dépendre essentiellement du temps supérieur à la CMI. Pendant combien de temps la concentration plasmatique reste-t-elle supérieure à la CMI? Ça, c'est par exemple l'exemple des bêta-lactamines, comme la céfotaxime, l'ampicilline, etc. Et dans ces cas-là, on aura intérêt à faire peut-être des doses un peu plus faibles, mais on fait des doses rapprochées, voire on peut faire une administration continue sous forme de SAP, par exemple. Dans ce groupe des bêta-lactamines, il y a une exception, c'est la ceftriaxone qui, elle, a une demi-vie d'élimination extrêmement longue, donc ça ne s'adapte pas tout à fait. Enfin, on a les antibiotiques mixtes qui sont un petit peu dépendants de la Cmax sur CMI et dépendants du temps passé au-dessus de la CMI. Et ces antibiotiques mixtes sont surtout dépendants de l'air au-dessus de la courbe de l'AUC, au-dessus de la valeur de CMI. C'est par exemple l'exemple des quinolones comme la Ciflox, l'ofloxacine, etc. Et dans ce cas-là, on a intérêt à avoir des doses unitaires quand même relativement significatives et sous forme de perfusettes, par exemple de perfusettes de 4 heures qu'on va administrer toutes les 8 heures pour avoir un maximum d'AUC au-dessus de la CMI. C'est donc le profil des antibiotiques qui va donc permettre de choisir le mode d'administration des antibiotiques. À côté de ces caractéristiques pharmacocinétiques, il existe aussi d'autres caractéristiques pharmacodynamiques. La première autre caractéristique, c'est ce qu'on appelle l'effet post-antibiotique. Par exemple, ici, j'administre un antibiotique sous forme de bolus. Là, il atteint le pic d'action, puis la concentration diminue progressivement pour disparaître dans le plasma. Et pour certains antibiotiques, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de croissance bactérienne entre ce point ici et ce point-là. Vous voyez, les bactéries continuent à diminuer, puis en tout cas n'augmentent pas. Et il faut dépasser
ce temps particulier pour qu'on voit une recroissance bactérienne. La non-recroissance bactérienne est expliquée par l'effet post-antibiotique. Donc il n'y a pas de recroissance bactérienne alors que l'antibiotique, la concentration d'antibiotique est devenue inférieure à la concentration minima inhibitrice. C'est ce qu'on appelle l'effet post-antibiotique. Cet effet post-antibiotique existe pour les macrolides, pour les aminosides, ça c'est important, et aussi pour les quinolones. Donc pas de croissance bactérienne pour certains antibiotiques alors que la concentration est devenue inférieure à la CMI. Cela va permettre de savoir le rythme d'administration des antibiotiques. Autre élément important à prendre en considération pour le rythme d'administration des antibiotiques ou la modalité, c'est ce qu'on appelle la résistance adaptative. En effet, quand on met en contact un antibiotique et un germe, on modifie la concentration minima inhibitrice. Par exemple, ici on va prendre l'exemple de la tobramycine, un aminoside. Pour un germe donné, on prend par exemple, pour un germe donné qui a une CMI égale 1, on va regarder ce qui se passe quand on administre de la tobramycine. Si j'administre la tobramycine 3 fois par jour, à raison de 8 mg par kilo et par 8 heures, on voit que la CMI passe de 1 à 6 après la première dose, puis de 1 à 12 après la deuxième dose, puis reste à peu près stable à partir de la troisième dose. On constate également que la durée de l'effet post-antibiotique, après une première dose de 8 mg kg est de 230 minutes, puis de 110 après la deuxième, puis de 365. Ça, c'est pour une administration 3 fois par jour. La même dose peut être administrée en une seule injection, une fois par jour. Et on va voir que c'est intéressant pour la tobramycine de l'administrer une seule fois par jour, parce que sa CMI de 1 après le premier contact, elle passe à 6, mais ensuite elle reste stable à 6. Et la deuxième chose intéressante à voir, c'est qu'on voit que l'effet post-antibiotique est beaucoup plus important dans sa durée et que cet effet post-antibiotique s'épuise moins après les autres injections. Donc vous voyez que pour la tobramycine, il y a des arguments pour l'administrer une seule fois par jour. Autre élément important dans le choix du mode d'administration, ça va être faire attention à ne pas sélectionner des mutants potentiellement résistants. Je m'explique. On prend une collection remplie de germes. Dans ces germes, il y a des germes qu'on va qualifier de normaux. Et à l'intérieur de cette population, il y a un potentiel mutant résistant. Donc ici, il y a un potentiel mutant résistant dans la population considérée. Excusez-moi, j'ai perdu ma flèche. Si j'administre l'antibiotique sous forme de gros bolus, je vais avoir un pic très élevé. Et je vais m'apercevoir qu'il y aura une destruction complète de tous les germes, y compris du mutant. Tandis que si je fais une dose moindre, j'aurai une destruction des germes les plus fréquents. Par contre, ne persistera dans la collection que des mutants qui vont être susceptibles de se multiplier. Et si je sous-dose l'antibiotique, forcément j'aurai une multiplication des germes et une multiplication des mutants résistants. Donc il faudra faire attention à ne pas
privilégier la sélection de mutants résistants en faisant des doses suffisantes pour être au-dessus de ce qu'on appelle la fenêtre de sélection des mutants résistants. Vous voyez que cette fenêtre, elle est au-dessus de la SCMI et elle varie bien sûr d'un germe à l'autre et d'un antibiotique à l'autre. Mais il faut faire attention à ne pas sélectionner les mutants, en particulier du fait de cette possibilité que dans une collection, tous les germes n'ont pas la même sensibilité. Il existe de manière quasiment physiologique, je dirais, des mutants qui sont un peu plus résistants aux antibiotiques, à l'antibiotique considéré. Donc, un sous-dosage favorise l'apparition des résistances. Pour prévenir aussi l'émergence des résistances, il faudra faire attention de n'utiliser les antibiotiques que quand ils sont purement nécessaires, uniquement à la durée où c'est nécessaire. Comme je vous l'ai expliqué, il faut éviter le sous-dosage. Il faudra tenir compte des caractéristiques PK/PD de l'antibiotique, qui est propre à chaque germe, qui a sa propre CMI, bien entendu. Et on a intérêt, même pour un antibiotique qui est temps dépendant, à faire des doses de charge, même pour un antibiotique qui est temps dépendant. Parce que comme ça, on va atteindre rapidement la concentration maxima, on va limiter l'émergence de résistance, parce que vous savez bien qu'il y a des situations où le volume de distribution d'un médicament est augmenté. Je pense aux patients choqués, aux patients en réanimation, les patients en insuffisance rénale. Donc il faut faire attention à ça, d'éviter le sous-dosage qui peut être limité à un volume de distribution augmenté. On va limiter les phénomènes de résistance adaptative et cette dose de charge va permettre d'avoir une diffusion extravasculaire plus rapide. Un autre effet dont je n'ai pas parlé, c'est l'effet inoculum. En effet, un antibiotique n'aura pas la même puissance d'action suivant la taille de la population bactérienne. Un antibiotique peut voir son effet diminuer si le nombre de bactéries est important. C'est ce qu'on appelle un effet inoculum. Cela, par exemple, a une importance qu'on doit prendre en charge, par exemple, une péritonite, puisque dans une péritonite starcorale, par exemple, il y a énormément de germes. Et là, c'est le rôle extrêmement important du chirurgien qui, par la toilette péritonéale qu'il réalise, va diminuer la taille de l'inoculum et donc permettre de limiter l'effet inoculum. Donc, pour résumer, on peut se dire qu'en matière d'antibiotiques, il faut frapper rapidement, il faut frapper fort et il faut s'arrêter dès que c'est possible, dès qu'on le peut. Donc pour ne pas laisser une antibiothérapie prolongée inutile. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bon courage.